Bonjour, bien le bonjour et bienvenue dans le monde magique des atypiques. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu Noël pour moi, je lui disais en préparation de cette interview, parce que j'ai l'immense honneur d'interviewer Monique de Kermadec. Bonjour Monique. Bonjour Émilie. Alors Monique n'est pas vraiment à son coup d'essai, donc aujourd'hui, vous le savez, on va parler de la différence, hein, puisque c'est vraiment l'objectif de cette interview, l'objectif de ce sommet, de parler des atypiques et plus précisément de prendre finalement en exemple un sujet dont on parle beaucoup, qui sont les HP, les zèbres, les multipotentiels, les enfants indigos, voilà, ils ont plein de noms différents. Dont on parlera aujourd'hui sous forme de douance, finalement, avec Monique. Alors, Monique n'en est pas donc à son coup d'essai, puisque, Monique, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que tu as écrit 9 livres. En fait, je ne pense pas, j'en suis sûre, j'ai fait mes devoirs. Tout à fait. Dont le dernier bébé qui est sorti en mai 2023, qui est sur la colère, dont on parlera d'ailleurs à la fin de cette interview. Et donc, tu es psychologue clinicienne. Alors, bien que tu aies, à mon sens, 25 ans, voilà, tu rayonnes. Tu as quand même 30 ans, 30 ans d'accompagnement, autant d'adultes, d'enfants, dans tout ce qu'on appelle la douance, finalement, puisque tu as commencé, si je ne m'abuse, en 1994. Donc, tu as un petit peu de bouteille, comme on dit dans la thématique. Oui, oui, mais avec plaisir d'ailleurs. Tout à fait. Et elle est toujours passionnée, c'est extraordinaire. Je l'ai eu au téléphone, elle a, ah oui, mais je suis en accompagnement, là, je suis au cabinet et elle me disait, c'est toujours différent. Tous les cas sont différents et elle vient juste de me dire qu'en fait, maintenant, elle a des enfants de personnes qui sont maintenant adultes. Dont elle a détecté la douance à l'époque. Donc, c'est magique de voir et de pouvoir accompagner, voir la transformation. On va démarrer. Alors, j'ai 20 000 questions. Crois que je peux faire cette interview facilement 5 heures. C'est vraiment, voilà, je me réjouis d'aborder plein de thématiques avec toi, plein d'angles différents. Peut-être on pourrait commençons simple, par la définition de ce qu'est la douance, finalement. Oui, je pensais peut-être commencer par une définition un peu provocante, qui est de dire qu'un adulte surdoué, c'est un enfant précoce qui a grandi. Parce parfois, on a l'impression que c'est quelque chose qui peut apparaître dans le courant de la vie. Or, dans les faits, un adulte surdoué, qui fait donc preuve de douance, est une personne qui, dès son jeune âge, s'est démarquée des autres par des aptitudes intellectuelles, par des façons d'être, de réagir au monde, aux relations autour de lui. Donc, il me semble très important d'aider les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à comprendre leur fonctionnement et peut-être à mettre un mot sur qui elles sont. Alors, comment les détecte-t-on? Eh bien, il y a certaines caractéristiques dont on va parler, mais lorsqu'on parle de douance et de surdoué, on fait allusion à des personnes qui ont des aptitudes cognitives, donc intellectuelles, qui les démarquent nettement, qui sont présentés par des tests, dont le VICE 4 pour les adultes. Ce sont des échelles d'intelligence qui situent les personnes par rapport aux attentes que l'on considère normales pour leur groupe d'âge. Et quand on est surdoué, eh bien, on se retrouve dans ce petit 2%, voire même moins, en haut de cette grille de décodage. C'est un mot qui fait un peu peur en France. Je m'en suis rendu compte depuis longtemps. En anglais, gifted, talentueux, c'est un mot que l'on porte avec confort. Or, surdoué, c'est une petite connotation élitiste, d'où tous les mots que tu énonçais plutôt, qui sont des façons de contourner le sujet en étant toujours un petit peu en difficulté. Mais le mot surdoué est apparu pour la première fois en 1959 dans un manuel de psychiatrie de l'enfant. C'est un pédopsychiatre, Ajoria Guerra, qui a employé ce terme. Et on a continué à l'utiliser, mais bien sûr, aujourd'hui, nous avons tout un choix de mots. Personnellement,
je dois dire qu'il me semble encore à trouver en français, en tous les cas. Mais oui, tu le dis toi-même, en fait, c'est rigolo parce que le mot est inconfortable et finalement, la sensation elle-même est inconfortable. Et moi, j'ai envie de te poser une question parce que Oui, j'ai pas l'impression d'être spécialement tarte. Je suis très curieuse. Je fais plus de 20 ans de développement personnel et pourtant, je n'ai découvert ma douance qu'il y a un an et je pense très, très fort aidé par hum, mon fils, en fait, qui lui-même voilà, oui, c'est en repérant son comportement qui pour moi était normal, puisque c'est comme ça que je fonctionne, en voyant tous les problèmes que lui avait, j'ai connu toujours les mêmes. Donc pour moi, c'est normal. Et en fait, en parlant du coup, comme c'est une espèce de miroir, hum, c'est plus facile d'en parler. Puis il y a plus comme il y a le papa, il y a la famille, etc., qui eux discutent. Et en creusant, en lui donnant des clés, je me suis rendu compte que les autres ne donnaient pas les mêmes clés. Et finalement, chemin faisant, je me rends compte qu'en discutant autour de moi, c'est vraiment. Alors, c'est pas quelque chose qui est spécialement apprécié. Alors, pour l'instant, on en parle énormément avec la série HPI, c'est encore oui, plus oui, tendre. oui. Il y a une explosion ces dernières années. Et finalement, on voit ça. Pourquoi voit-on, telle est ma question, hein, long story short, pourquoi voit-on finalement d'abord tellement la différence et finalement souvent une souffrance, plutôt que la richesse de ce que c'est possible, de ce qu'il est possible d'accomplir et de ce qu'on est possible, de ce qu'il est possible qu'on amène au monde par rapport à ses aptitudes, ses capacités. J'avais envie de reprendre quelque chose que tu as dit quelques instants auparavant, qui a à voir avec les enfants, qui très souvent permettent aux parents de découvrir leur propre identité d'adultes surdoués. Ça a été frappant au cours de toutes ces années. Les parents viennent consulter pour leurs enfants et découvrent quelque part que l'enfant leur rappelle ce qu'ils ont vécu à l'école ou dans, je dirais, leur première relation. Donc, cette rencontre est tout à fait importante. Après, rappelle-moi ta question sur parce que j'étais tellement prise par ce détecteur qu'est l'enfant. Mhm. Euh, alors que nous-mêmes, nous pouvons vivre des années sans jamais nous poser la question. J'ai vécu plus d'un temps aux États-Unis et il est vrai que là-bas, on est quasiment systématiquement testé à l'école. Donc, on n'arrive pas adulte en ne sachant pas qui on est. Or, en France, je dirais que les adultes ont quand même découvert leur douance plus tard que celle de la douance des enfants. On a commencé par parler des enfants. Et ceci me semble important, car aujourd'hui, il y a encore de nombreuses femmes, de nombreux hommes qui ont ces atouts, mais qui ne le savent pas nécessairement. Et en fait, pour rebondir par rapport à ça, effectivement, tu dis ils ne le savent pas. Et ma question pour beaucoup, finalement, d'entre nous, c'est une souffrance. Enfin, voilà, tu le nommes dans Alors, beaucoup de livres, on en parle beaucoup. C'est des dépressions, c'est le fait de se refermer, enfin, vraiment de se refermer sur soi. On peut aller sur tout ce qui est asocial. Enfin, vraiment, il y a plein ça se manifeste de plein de manières. Pourquoi voit-on la différence et se laisse-t-on souffrir autant sans essayer de trouver finalement une réponse? Pourquoi est-ce qu'on se met juste dans la case différent plutôt que voir toute la richesse de ce que ça peut oui. amener? Et d'abord parce que on ne peut pas mettre de mots sur ce que l'on vit, sauf le fait qu'on a connu un inconfort, qu'on a connu des rejets, qu'on a connu des difficultés relationnelles. Mais je dirais que la douance n'est pas en soi source de souffrance, c'est la manière dont elle est reçue qui va provoquer la souffrance. Si nous sommes élevés par des parents qui considèrent ça tout à fait normal, ou avons des enseignants qui acceptent cette différence, eh bien, on va s'épanouir, on va être heureux et en aucun cas nous allons nous sentir différents. Par contre, si nous sommes dans un contexte où on nous demande je veux dire, de nous mettre dans les rangs et d'être comme les autres, et que chaque fois qu'on est un petit peu plus rapide, où on pose une petite question embarrassante, inattendue, où on est exigeant avec une attente très forte, l'autre va, je dirais, se fâcher ou va nous dire reste à ta place, ne nous ennuie pas avec tes questions. Donc, je crois que ce contexte dans lequel nous avons commencé nos premières années, le contexte dans lequel nous vivons en tant qu'adultes, peut favoriser l'épanouissement du surdoué ou au contraire contribuer à sa souffrance. Et ceci me semble fondamental, il est important de le comprendre, car la douance n'est pas une maladie, c'est un ensemble d'aptitudes dont nous pourrions bénéficier, dont on peut faire bénéficier le monde et qui peuvent nous rendre heureux.
et heureuse. Tout à fait. Donc, enfin, voilà, tu le dis toi-même, c'est un ensemble d'aptitudes. Donc, c'est des outils qu'on choisit d'utiliser ou pas. Et tu viens sur un point qui est hyper important, c'est que souvent, quand on découvre qu'on est HP, tout d'un coup, on se définit comme HP. Alors qu'en fait, finalement, c'est beaucoup plus une grille de lecture qui permet de mieux comprendre comment on fonctionne. Mais, et on le disait juste avant, alors je pense que c'était juste avant de commencer l'interview, mais tu le disais, c'est qu'en fait, on garde sa personnalité, on est qui on est. Et Oui, oui, on a des aptitudes. nous pouvons être 5 personnes dans une pièce avec un QI exactement pareil, de 130, et être 7 personnes très différentes. Une va être très extravertie, va mettre en avant tout un nombre de choses et se fait confiance, alors qu'une autre va, au contraire, se fondre avec la couleur des murs et écouter et ne rien dire, parce que à nouveau, la personnalité plus l'expérience de vie vont avoir un impact sur la façon dont nous gérons ces caractéristiques. Tu me parlais de caractéristiques tout à l'heure et moi je disais, c'est vrai, quand on commence à les lire, la liste est vraiment importante. J'ai plutôt tendance à le regrouper sous 3 entités. Je dirais que la première pour moi, c'est l'intensité. La deuxième, c'est la complexité dans la façon de penser. Et l'autre, c'est une certaine façon d'agir liée à l'hypersensibilité et aussi liée à ce perfectionnisme, cette exigence que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Les adultes surdoués, je dirais, si on devait dire la première chose qui nous frappe, c'est la complexité, la rapidité de leur raisonnement. On est là, on cherche des réponses. Tous ceux qui travaillent ont assisté à suffisamment de réunions pour se rendre compte que on s'endort, on souffre, ou alors on a envie de dire tout de suite les choses pour que ça s'arrête et qu'enfin on travaille quelque chose. Bon, je crois que donc on parlait de ce raisonnement complexe, mais ça va avec une certaine indépendance d'esprit. On n'est pas un mouton, on a sa manière de voir les choses, de les interpréter. Dès tout petit, je dirais que le surdoué a un vocabulaire riche, parce qu'il a plein de choses à dire et il doit avoir les bons mots pour le dire. Et d'une certaine manière, il y a un certain amour des mots, même chez ceux qui ne sont pas allés à l'école très longtemps, parce qu'on peut être surdoué et ne pas avoir fait Polytechnique. Ça, c'est très important à savoir. Hein. Euh, il y a cette intensité qui est souvent reprochée. Tu es trop. Tu en attends trop, tu en fais trop, tu fais trop de bruit. Je repense depuis quelques jours à une jeune mère qui m'a parlé de son fils, qui, comme tous les petits, fait beaucoup de bruit quand il parle. Et récemment, elle lui a dit, tu peux pas mettre ça un peu en sourdine. Et il lui a répondu, non, parce que ça, c'est mon vrai moi. Il a 6 ans, hein. Son vrai moi, c'est de faire du bruit par les fous. Les surdoués ont surtout des valeurs très fortes qui parfois les mettent dans des situations difficiles à gérer. Dois-je rester? Est-ce que je continue là où je suis ou pas? Et ils sont créatifs forcément parce que si nous pensons de manière un peu originale, nous pouvons avoir à proposer des choses qui ne vont pas nécessairement tenir à l'esprit des autres. Donc, avec eux, on est toujours parti pour des découvertes parce qu'on ne sait pas exactement où on va les trouver. Enfin, c'est extraordinaire et en même temps, tu vois, dans ce que tu dis, euh, vient vraiment la question. Enfin, voilà, j'ai forcément, chaque fois que tu dis une phrase, ah oui, mais il y a ça, voilà, je fais des liens. Mais il y a vraiment enfin, voilà, cette demande, enfin, quelque part, cette exigence d'absolu d'être à 100 000% dans tout ce qu'on fait. Alors, je crois que je peux retrouver la phrase, c'était dans un de tes livres où on ne peut pas concevoir la médiocrité, ni comprendre qu'on puisse passer son temps dans des loisirs futiles. Enfin, vraiment, il y a une espèce d'exigence d'absolu constant, mais qui est excessivement fatigant, je pense, pour l'entourage et pour les personnes qui le vivent aussi. Tout à fait, mais mettons quand même une nuance à ces mots, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une arrogance intellectuelle. Ah, pas Le du tout. surdoué n'est absolument pas supérieur, et c'est ce qui étonne souvent les autres. Ils ont l'impression que généralement, quand on se sait intelligent, on se sent mieux, meilleur que l'autre. Or, ils doutent beaucoup d'eux-mêmes, et c'est ce qui surprend toujours, puisque
quand nous nous posons des questions, nous nous rendons compte que même si nous savons pas mal de choses, il y a tellement plus à savoir. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très particulier dont on doit tenir compte, c'est que le surdoué ne méprise pas l'autre, n'est pas arrogant par rapport à l'autre. Il est lui-même, c'est son rythme. On ne va pas lui reprocher son rythme. Maintenant, il va devoir faire attention, bien sûr, lorsqu'il travaille en groupe, parce qu'il ne peut pas demander aux autres d'être dans la même rapidité, la même gestion que lui. Et c'est là l'importance d'être testé. Je pense, Émilie, que certaines personnes disent pourquoi tester? C'est qu'à partir du moment où on comprend que l'on est différent et pourquoi on est différent, on est obligé de percevoir que l'autre est différent et qu'on ne va pas pouvoir aborder l'autre comme s'il était comme nous exactement, mais que justement, on va devoir être à l'écoute aussi du rythme de l'autre pour que les choses se passent bien. Et pour faire le lien avec ce que tu dis et quelque part le fait qu'il n'y a pas du tout de jugement ou de supériorité, je reviens à ce que tu avais partagé dans l'un de tes livres. Tu disais que Lewis Terman, enfin, tu partageais, qui est un psychologue américain, qui disait qu'il les surdoués, je rigole parce que c'est pas drôle, ont un manque presque pathologique de confiance en soi, d'estime de soi et de persévérance. Donc, et ça, je fais le lien aussi avec tout ce qui est, on s'attend à ce qu'ils aient des belles carrières. Alors, Monique, dis-moi, est-ce qu'ils ont forcément? Mais certains ont de magnifiques carrières et d'autres, je dirais, ont des carrières beaucoup plus discrètes, voire certains peuvent avoir du mal à faire carrière, entre guillemets, parce que d'abord, leur rapport au travail, leur rapport à l'argent que le travail peut fournir n'est pas exactement le même. C'est-à-dire que pour eux, réussir leur vie n'est pas nécessairement réussir dans un sens matérialiste du terme, hein. Donc, on voit tous les cas de figure. Et je crois que c'est très important puisque, comme tu le soulignes bien, quand on est petit, si on a de mauvaises notes à l'école, on accepte que l'on est surdoué parce que, quelque part, nous avons un potentiel. Et pour l'adulte, si ce potentiel ne se réalise pas immédiatement, eh bien, on le voit en échec. On a du mal à imaginer qu'on peut avoir beaucoup de mal à trouver sa place en entreprise, par exemple, ou avoir des postes, je dirais, tout à fait modestes, et être surdoué. Et à ce moment-là, on en doute. On se dit, s'il était intelligent, si elle était brillante, eh bien, elle n'en serait pas là. Donc, faisons très attention lorsque nous évaluons, je dirais, les capacités de l'autre uniquement au travers d'une réussite telle que notre société l'a définie. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour le coup, je rebondis sur une question. C'est est-ce que, c'est une question qui pique, mais j'aime bien un peu les questions qui piquent, c'est est-ce que finalement, le surdoué est adapté ou adaptable en entreprise? Et si oui, quel type d'entreprise, selon toi, de ton Alors, expérience? l'expérience a quand même montré que plus l'entreprise est importante, plus la hiérarchie est importante, moins le surdoué est heureux. Et il est plus heureux dans de plus petites structures ou en tant qu'auto-entrepreneur ou dans quelque chose qui lui laisse une certaine liberté dans son fonctionnement, que ce soit dans la rapidité de son fonctionnement, dans la créativité qu'il peut inclure dans ce qu'il apporte, hein. Ceci est très important et néanmoins, pour trouver sa place, il va devoir comprendre comment fonctionne l'autre. Et là, je pense en particulier à un homme qui avait travaillé dans une position de conseil dans une grande entreprise, arrivé à 50 ans, on lui propose une certaine somme pour sortir, donc il se dit, je vais mettre à mon compte. Premier dossier, enfin, il peut travailler à son rythme et il résout les problèmes des clients en 48 heures. Fiasco total. Il comprend. Il se dit, très bien, maintenant je vais faire comme l'entreprise. Moi, je vais travailler 3 jours sans boire et sans manger, c'est mon rythme, mais je vais restituer mon travail au rythme de l'entreprise, car si ça se fait trop vite, ça ne sera pas sérieux, ça ne sera pas pris en compte. Donc, on n'est pas obligé de se trahir en tant que surdoué quand on fonctionne dans une structure, mais il est vrai qu'on a quand même besoin de supérieurs hiérarchiques qui peuvent comprendre et ne pas être trop menacés par le mode de fonctionnement de cet homme ou de cette femme. Et idem pour les collègues, finalement. Bien sûr. Oui, parce que
je l'entends surtout dans les premières années où le N+1 a l'impression que le nouveau veut lui piquer sa place. Or, le nouveau, il en fait beaucoup, il travaille à son rythme, il est passionné par ce qu'il fait, il n'est pas là pour prendre la place. Oui, il sera content d'avoir cette place un jour, mais il n'est pas nécessairement là pour faire du tort à son supérieur hiérarchique. Et c'est là où les problèmes peuvent commencer, parce que une certaine rivalité peut se mettre en place, une rivalité qui n'a pas lieu d'être. Et c'est drôle parce qu'en plus, enfin, voilà, quand on creuse un peu, si je rembobine un petit peu, en analysant les différentes, finalement, les différentes intelligences, ben, il y en a quatre. Donc, il y en a quatre, hein. Il y a émotionnel, relationnel. On l'a montré. C'est vrai qu'on revient toujours sur l'intelligence cognitive, donc celle des tests de QI, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle. Et la quatrième, toi, qui t'apparaît là? La créative. L'intelligence, oui, mais après, il y a une intelligence spirituelle, il y a différentes formes d'intelligence. Il y en a qui vont même se spécialiser en parlant d'intelligence mathématique, il y en a d'autres. Donc, oui, on n'est pas nécessairement un homme ou une femme orchestre. Ça ne veut pas dire que ce fort QI va faire de nous quelqu'un qui excelle dans tous les domaines, dans les études. Nous avons toujours des domaines de prédilection. Dans l'histoire, nous avons vu quelques noms qui ont franchi les siècles et qui avaient, il suffit de penser à Léonard de Vinci, hein, où on peut avoir un grand nombre d'expressions de ces formes d'intelligence, mais nous avons des fonctionnements aussi très particuliers dans des domaines précis pour chacun. Et est-ce que, alors moi j'ai une question parce qu'on entend partout parler de HPI, HPE, donc au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. C'est pour ceux qui nous regardent, hein, que je ne le dis pas pour toi. Est-ce que est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce qu'on parle de la même chose et que tous les HP ont des quotients émotionnels? Tu peux avoir ces deux hauts potentiels et avoir une très forte intelligence émotionnelle et relationnelle, plus une intelligence cognitive. Je pense qu'on s'est mis à beaucoup insister sur l'intelligence émotionnelle et relationnelle par réaction à, je dirais, ce regard qui a été porté sur l'intelligence cognitive et où on s'est dit, ce n'est pas parce que je ne résous pas d'équations du second degré que quelque part je n'ai pas d'aptitude exceptionnelle. Parce que si on regarde, je dirais, les différents modes d'expression, je peux être danseuse étoile à l'opéra et pas nécessairement un génie des mathématiques. Mais néanmoins, ce que j'accomplis dans ma discipline va montrer des dons particuliers. Donc, je comprends très bien pourquoi certains veulent absolument, je dirais, souligner des domaines différents dans lesquels nous pouvons sortir de la norme. Les tests de QI, effectivement, permettent de quantifier une intelligence cognitive. Nous sommes à court de véritables tests qui quantifient réellement une intelligence émotionnelle et relationnelle. On a beaucoup écrit et il y a vraiment de très bons livres. Et le travail de Goldman, par exemple, sur le sujet me semble tout à fait important. Il y a de très belles lectures sur les différentes formes d'intelligence. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand on s'intéresse à une intelligence, quelle que soit sa forme, qu'on s'y intéresse pour se connaître, pour voir comment nous pouvons tirer le meilleur parti de cet atout-là, et pas simplement pour porter une étiquette et se dire, là, je suis différent des autres et je suis meilleur que les autres. C'est qu'est-ce que j'ai à m'apporter, avec lequel je peux contribuer et qui me donne aussi un sentiment d'aboutissement dans ma vie, d'accomplissement. Voilà. Donc, l'intelligence émotionnelle, elle existe sans le moindre doute. On peut avoir un QI très élevé et n'avoir jamais appris de ses parents, d'abord à identifier ses propres émotions ou à identifier les émotions de l'autre. La réussite sera favorisée, bien évidemment, par la possession de ces deux formes d'intelligence déjà. Parce qu'on pourra vendre des barres de glace aux Esquimaux. Mais je suis sûre que les Esquimaux mangent de la glace, il n'y a vraiment pas de raison. Quand tu connais la pistache, il n'y a pas de raison, hein. Oui, non, non, non.
Laissons. Passons, passons. C'est drôle ce que tu dis parce qu'en fait, fondamentalement, tout le monde est différent et tout le monde a quelque chose à apporter. Et Ah, donc, j'en suis convaincue, intimement convaincue. et donc Quel ce, que soit pardon. le style que nous avons apporté, hein, parce que tout le monde n'est pas appelé à être prix Nobel. Tout le monde n'est pas appelé à avoir une distinction, être membre de l'Académie française ou je ne sais. Mais on n'a pas besoin de ça pour percevoir que nous avons tous une place et une place qui est une contribution au monde dans lequel nous vivons. Ouais, et donc, enfin, c'est drôle parce qu'on cherche à, du coup, après, on se trimballe avec l'étiquette en se disant, bah, moi, je suis. Et beaucoup, et on en discutait, hein, finalement, c'est tout un business ces dernières années, tout ce qui est HP, etc. Euh, et c'est drôle du coup, enfin, de connaître le nombre de personnes et regarde le nombre de parents. Alors, je sais pas Oui. si tu as vu ça. Mais on peut poser la question, pourquoi a-t-on besoin de se donner cette étiquette et surtout de la divulguer, hein, de faire, parce que dans les faits, ce qui est important, c'est de comprendre qui nous sommes, quels sont nos atouts. Mais une fois que nous l'avons compris, l'enjeu principal, ça va être qu'est-ce que nous en faisons. Or, une fois que nous nous connaissons, si nous en sommes encore à nous agripper à cette étiquette pendant toute notre vie, c'est qu'il nous manque quelque chose. C'est que nous n'avons pas suffisamment trouvé le domaine dans lequel, je dirais, nous épanouir et que la seule manière, pensons-nous, de nous faire reconnaître, d'acquérir une place et d'utiliser cette étiquette. Je disais un jour à une conférence, je suis désolée si j'en déçois certains, mais je rêve d'un monde où un jour on n'aura même plus à se poser la question. Parce que oui, c'est important de le savoir, mais une fois que nous le savons, allons de l'avant. Oublions-le dans le sens où ne l'ajoutons pas à, je dirais, une définition de nous-mêmes en permanence. Oui, et c'est parce que du coup, je ne sais pas si toi tu vois dans les gens qui viennent te trouver s'il y a plus qu'avant des parents qui viennent pour détecter si leur enfant est HP. Alors, on a vu une grande évolution au travers des années. Quand on a commencé à parler de la douance des enfants dans les années 94-95, c'est la marche du siècle de Cavada qui avait rendu la France consciente de la précocité des enfants. Quand on a commencé, on testait les enfants, mais on a commencé par tester beaucoup de garçons. Parce que jeunes, ils sont moins scolaires que les filles. Donc, comme ils avaient des problèmes, on les cherchait à comprendre pourquoi ça ne marchait pas toujours. Puis, moi, je l'ai vu, dans les consultations, il y avait 2 tiers de garçons pour 1 tiers de filles. Au travers des années, on s'est mis à tester autant les filles que les garçons. Euh, et puis, les adultes ont été un petit peu plus frileux pour se faire tester. Moi, je me souviens de parents et de mères qui accompagnaient leurs enfants et quand elles entendaient les résultats, elles disaient, ah oui, leur père est brillant, leur père a fait Polytechnique. Je disais, mais votre enfant hérite génétiquement de ses 2 parents. Votre enfant est élevé par vous deux. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est nécessairement un seul de vous deux qui transmet quelque chose et pourquoi pas vous? Donc, avec le temps, nous avons aussi les mères qui, timidement, ont commencé par poser la question, mais toujours en précisant bien, c'est pas pour savoir si je suis surdouée, mais c'est pour mieux me connaître. Or, du côté masculin, il y avait dans le passé plus le désir d'une reconnaissance de la douance, à défaut peut-être de diplômes prestigieux, parce que nous vivons dans un pays où il y a les citoyens de plusieurs catégories. Si on a fait une prépa, une grande école, on est dans la première catégorie. Et si on n'a pas terminé l'école, eh bien, on se sent, comment dire, on se sent privé de quelque chose pour la vie. Or, moi, j'aime une société où il n'est jamais trop tard pour acquérir les choses, même si très jeune, on s'est trouvé scolaire ou en difficulté avec l'école. Il y a des tas de choses à apprendre en dehors de cette période. Et c'est peut-être quand nous découvrons que nous sommes au potentiel surdoués que nous nous autorisons à nouveau à chercher à apprendre. Et en cela, le savoir, à ce moment-là, est vraiment très important. Et je rebondis sur ce que tu dis finalement. Comment est-ce que ça te trappe? Comment est-ce que ça se, enfin, est-ce que ça se transmet? Est-ce que on peut
la voir au cours de la vie? Comment ça se passe? Et on est depuis des années en discussion sur est-ce génétique ou pas, est-ce le contexte dans lequel on vit, est-ce que c'est transmis par les jeunes. On n'a pas encore, je suis désolée, mais on n'a pas encore répondu de manière parfaitement claire là-dessus. Ceux qui sont le plus en paix avec la réponse diront qu'il y a une part génétique et une part contextuelle, c'est-à-dire là où nous sommes. Car on a découvert, c'est vrai au travers de certaines études, que si nous sommes dans un contexte riche qui nous tire vers le haut, nous pouvons temporairement augmenter notre niveau de QI. Mais si nous quittons le contexte riche, nous revenons à notre QI initial. Ça peut faire une petite différence de proche de 10 points, ce qui est quand même énorme. Donc, le contexte joue un rôle, sans le moindre doute, mais on peut être dans un milieu très privilégié intellectuellement et avoir des enfants qui n'ont pas du tout les mêmes aptitudes les uns que les autres. Et certains qui sont plus proches de la norme. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas dans une famille, souvent, en tout cas, j'entends autour de moi, parce que forcément, ben, quand tu t'intéresses à la thématique, tu commences à repérer, à voir d'autres personnes qui vivent la même chose, d'autres mamans dont les enfants Oui, sont HP, et ils disent, bah, voilà, moi j'ai des enfants qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. oui. Alors, dans les premières années, moi, je remarquais une chose, c'est que certains parents testaient un enfant, en testaient deux, ils ne testaient pas tous les enfants. Or, je disais aux parents que, il ne fallait pas avoir peur de les tester s'ils se posaient des questions, mais surtout qu'à partir du moment où ils avaient admis qu'ils voulaient connaître le mode de fonctionnement d'un de leurs enfants, pourquoi priver les autres de cette connaissance? Parce que même si un enfant est en difficulté et n'est pas particulièrement brillant, quand il a passé un test de QI, on connaît ses forces et ses vulnérabilités. Donc, comme il est en période d'apprentissage, nous pouvons mieux l'aider. Le test ne sert pas uniquement à dire oui, non, surdoué d'un côté, les autres de l'autre. C'est vraiment le reflet du fonctionnement de nos différents modes de pensée. Et c'est en cela qu'il est précieux, et pas uniquement pour montrer que l'on est surdoué ou pas. Façon, et le test, de toute façon, est un test parmi. Ça donne une claire indication. Et on le dit d'ailleurs, c'est parce qu'on parle souvent de, tiens, QI 130, mais en fait, il y a, je crois qu'il y a 8 ou 9 catégories dans ce test-là. Et il y en a où on excelle, il y en a où on est en dessous, il y en a où on est meilleur dans certains domaines que dans Il y d'autres. a 10 épreuves qui permettent d'obtenir le QI, mais nous avons aussi, comme tu le soulignes très bien, il peut y avoir dans le test des parties qui nous sont particulièrement faciles, où nous allons obtenir des scores élevés, d'autres où nous sommes plus proches de la norme. Ce qui frustre beaucoup de personnes, et en particulier les adultes, c'est lorsqu'ils vont passer un test et qu'on leur dit désolé, mais on ne peut pas vous donner de chiffre de QI. Parce que ils ont ce qu'on appelle les résultats hétérogènes. Il y a trop de différences entre différents points des épreuves pour qu'on arrive à un QI global qui à ce moment-là équivaudrait à une sorte de moyenne. Or, nous ne sommes pas une moyenne. Nous sommes excellents dans certains domaines et dans la norme dans d'autres. Donc, je dis toujours à ces personnes, ne soyez pas déçus du fait qu'on ne puisse pas vous dire c'est 120, c'est 130 ou 140. Ce qui compte, c'est que vous voyez là où vous êtes particulièrement à l'aise et que donc vous investissiez ce qui est naturellement une force chez vous. Et quand on est petit, on essaye d'harmoniser un peu. Mais quand on a 30 ou 40 ans, on va quand même pas passer des années à essayer de devenir moyen ou meilleur que moyen dans certains domaines. Ce qui compte, c'est que nous mettions nos forces au travail. Donc, l'interprétation des résultats, quel que soit l'âge, va être fondamentale. Si le psy dit oui, surdoué, non, pas surdoué, il n'a pas fait son travail. Parce que son travail, c'est de montrer à la personne ce qu'elle a à utiliser et comment, en confiance, elle peut l'investir. Et on revient encore une fois indépendamment de l'étiquette, finalement. Mais tout à fait. Parce qu'une grille de lecture, bah, comme son nom l'indique, c'est une grille. Et donc une grille a priori, à plusieurs lignes, plusieurs colonnes, qui te permet effectivement de mettre des indications en disant, OK, bah là, là, ça va bien, là, ça va moins bien. Et mine de rien, ces tests ne font que, quelque part, objectiver ce que, by the way, tu sais déjà dans ta vie, puisque tu la vis au quotidien. Là, je pense que tu fais référence au fait que si tu as 6 en maths et 18 en philo, tu te rends compte déjà au travers de tes notes que certains domaines sont plus Par privilégiés. exemple, Euh, oui,
Nous fonctionnons beaucoup dans notre système éducatif français sur le fait que lorsque nous avons des difficultés dans un domaine, nous devons surtout surinvestir ce domaine de difficulté. Or, je trouve beaucoup plus aux États-Unis cette attitude qui est, tu as des forces dans un domaine, on va t'aider à spécialement les investir. Ça ne veut pas dire totalement négliger le reste, mais c'est plutôt aborder la personne au travers de ses forces plutôt que de se focaliser sur les vulnérabilités. Et pour rebondir sur ce que tu dis, parce qu'on parle effectivement de tests, d'indicateurs, d'indications, c'est vrai que voilà, quand j'étais venue te trouver, finalement, pour moi, c'est la porte la plus belle parce que les HP, en règle générale, de par ce qu'on a dit, manque de confiance en soi, estime de soi et toute une série de choses, font qu'ils sont en règle générale souvent les derniers au courant de leur douance, finalement, de leurs aptitudes. Et effectivement, quand on leur dit, il y en a beaucoup qui n'y croient pas, bah, qui ne se pensent même pas spécialement intelligents. Et tu as parlé en fait des différentes choses, entre autres l'intensité, la complexité, la façon d'agir, les règles, la liberté. Alors, on n'a pas encore parlé de sens, qui est moi une thématique voilà, que j'adore, donc ça viendra peut-être un petit peu plus loin. Mais donc, c'est un petit peu un différent critère, un tissu d'éléments qui peut-être pourraient mettre la bouche à l'oreille ou en tout cas faire tiquer un peu les personnes. Et c'est vraiment l'objectif au final de ce sommet de ces interviews, c'est de dire HP ou pas HP. Si je me reconnais dans plusieurs critères, peut-être que je pourrais aller un peu plus loin pour trouver ma définition, ma normalité, qui je suis. Et ma question, elle est en même temps toute simple et toute complexe. Je pense, c'est si tu étais à la place d'une personne qui entend cette vidéo et qui se dit, tiens, ça me dit quand même quelque chose, je retrouve quand même certains des choses de mes comportements qui, je pense, pour lesquels j'étais seule au monde à vivre, ça me dit quand même quelque chose, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Selon toi, quelles seraient les prochaines étapes de toutes tes Alors, connaissances? la première étape, mais ça c'est peut-être un de mes travers, j'irai me documenter. Je n'hésiterai pas à écouter des conférences, des podcasts, je n'hésiterai pas à regarder certains livres pour trouver certaines réponses aussi. Je n'hésiterai pas à en parler à quelqu'un. Je dis que je n'hésiterai pas, mais on ne peut pas en parler à tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qui vont très mal recevoir la question. J'essayerai, et c'est là où il est très important, j'ai vu des personnes qui, comment dire, avaient presque honte de poser la question, alors qu'elles n'auraient jamais eu honte de poser d'autres questions sur elles-mêmes. D'où l'importance de pouvoir bien choisir son interlocuteur, ça me paraît important, mais en même temps d'aller s'informer pour se sentir à l'aise avec ces questions. Hein, moi, quand je rencontre certaines personnes et en fonction de leur âge et de ce qu'ils ont accompli dans leur vie, je ne dis pas à tout le monde allez vous faire tester, parce que oui, c'est important, c'est intéressant, ça apporte des données, mais d'abord il faut savoir que recherche-t-on sur soi quand on va dans cette direction, quelle impression a-t-on, est-ce que ça va nous apporter une permission que nous n'avons pas eu jusque-là? Est-ce que ça va consolider notre confiance en nous? euh, qu'est-ce qu'on veut savoir quand on veut savoir si on est surdoué? Ça me semble toujours important et il n'est pas question de trouver qu'il y ait des réponses ridicules ou quoi que ce soit. C'est juste révéler quelque chose du moment où nous en sommes dans notre vie et ce que nous avons besoin de savoir. Parce que c'est une recherche profonde sur son être et sur soi-même. Après, moi, je dirais que on va aussi s'en rendre compte en échangeant avec des personnes qui ont fait le même parcours. Parfois, on a autour de soi une personne qui un beau jour va nous dire, tu sais, j'ai l'impression que, ou as-tu lu tel livre, ou qui va vous offrir pour Noël le bouquin qui est, j'ose pas en parler avec toi, mais regarde, peut-être que tu n'oseras pas l'acheter. Moi, je me souviens quand mes premiers livres sont sortis, j'avais des personnes qui me disaient à midi, j'allais à la Fnac, je les lisais à côté de l'étagère, mais j'osais pas passer devant la caissière parce que je me disais, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Ça n'existe plus aujourd'hui. Ou alors,
j'en entends plus parler. Mais c'est vrai que nous avons différentes possibilités de recherche d'informations sur nous-mêmes et de possibilités de trouver des réponses. Ce que je voudrais malgré tout, c'est que la personne évite de rentrer dans un, comment pourrait-on dire, dans un discours qui serait un discours qui cherche à happer toutes les personnes qui s'imaginent que être surdoué, c'est la réponse à tout. Et qui en ferait je sais pas, un argument pour appeler le plus grand nombre à venir les voir, les consulter ou leur poser des questions. Je crois que c'est une chercher à se connaître tout au long d'une vie. Moi, ma doyenne de mes consultantes était une mathématicienne qui avait plus de 80 ans, qui avait été chercheuse en mathématiques à l'université, avec deux parents instituteurs qui n'ont jamais pris note des facilités exceptionnelles de leur fille. Ses parents n'ont jamais reconnu que ces succès de recherche et tout ça montraient une intelligence particulière. Donc à 80 ans, cette femme avait besoin de pouvoir en parler avec quelqu'un. Elle pensait qu'en parler avec ses collègues était peut-être ridicule en fonction de tout ce qu'elle avait accompli, mais j'étais comme un substitut de mère qui pouvait l'écouter aborder un sujet que ses parents avaient considéré tabou. Voilà. C'est extra. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que finalement, c'est une très bonne façon de faire. S'il y a des personnes autour de vous ou votre ado ou peu importe pour lequel voilà, dans l'interview, il y Oui, a des... Vous trouverez, faites lire, faites-les écouter des conférences. il y a Monique a plein de conférences sur YouTube qui sont gratuites, qui sont super bien faites. Il y a des podcasts hyper inspirants. Enfin, voilà, les livres sont Oui, excessivement riches. Moi qui, forcément, j'adore lire sans grande surprise. Je les mange, je lui disais, je fluote, je gribouille. La pauvre, ses livres, si elle voyait ses livres avant, après, elle ne les reconnaîtrait pas. Parce que toutes les pages, je lui dis, attention, attention, flèche, flèche, souligné, entouré, c'est passionnant. Et juste pour rebondir par rapport voilà, à l'intelligence, il y a une phrase comme ça dans ton livre qui dit une grande intelligence, elle est applaudie et acclamée dans la théorie et piétinée, contestée, souvent haïe dans la vie quotidienne. Voilà. hélas, Je trouvais que hélas. cette phrase était tellement à propos par rapport aux peurs qu'on peut avoir. De un, par rapport à l'extérieur, en se disant effectivement, si je le dis, qu'on dit HP, tout de suite, c'est ah, t'es hyper intelligent, blabla, avec tous les corollaires qui vont avec. Et en même temps, pour soi-même, c'est se mettre à mon sens, la barre très très haut en disant, attends, si je suis si intelligente, je suis censée réussir tout ce que j'entreprends. Et Oui. Tu soulignes un point qui, moi, me semble important et que j'ai, comment dire, j'ai pas eu une seule conférence, on m'est jamais posé cette question après, qui était, faut-il en parler? Et comment en parler? Parce que, d'abord, pourquoi avons-nous envie d'en parler? Moi, je pense que quand on a envie d'en parler, c'est que quelque part, on veut révéler quelque chose de positif sur soi et on aimerait que l'autre peut-être nous apprécie un petit peu plus ou nous accorde une certaine reconnaissance. Mais on ne peut pas, et ce n'est pas une honte et ce n'est pas quelque chose que nous devons nécessairement cacher, mais on ne peut pas simplement dire à quelqu'un bonjour, je suis surdoué. Est-ce que tu l'es? Parce que c'est un peu trop frontal. Par contre, je vois que les personnes, avec le temps, lorsqu'elles découvrent qu'elles ont des intérêts qu'elles partagent, lorsqu'elles découvrent que leurs attitudes ne sont pas si différentes l'une de l'autre, petit à petit, elles vont parler de cette découverte. Hein, quand je l'ai découvert accidentellement, est-ce un collègue de travail, est-ce quelqu'un de ma famille et parfois, je vois, hélas, que on peut aussi vivre dans un contexte où tous les proches refusent de l'admettre. Il y a des adultes qui ont tellement besoin que le parent puisse admettre cette qualité, qui en parlent à leurs parents et les parents continuent à nier ou à se révéler agressifs en disant mais qu'est-ce que tu me racontes. Mais justement, tu parles de l'environnement et moi j'ai envie de parler, je trouve que d'une thématique qui est très prégnante et qui est finalement le surdoué et la solitude. Alors, le surdoué et la solitude, oui. Et moi, je croyais que tu allais me dire le surdoué et l'amour. Est-ce que pour être heureux en amour, on doit être Oui, avec tu sais, le je ris, ça me fait rire parce que ça fait au moins 45 minutes qu'on est occupé par cette interview. J'ai mes questions qui sont là et je n'ai pas oui. encore posé une seule des questions que je t'ai envoyées qu'on a. Je Ah rigole. non,
Regardez après. Et tout simplement qu'effectivement, il y a une multitude de questions. Et je crois que même si nous essayons aujourd'hui de répondre à un plus grand nombre, il va toujours rester ouvert. Et c'est pour ça que j'ai pu donner l'impression que je déclinais toutes les possibilités, le surdoué l'amour, le surdoué la conquête du bonheur, le surdoué. Ce n'est pas pour, je dis, exploiter un filon d'écriture. Je crois que, comment dire, la solitude peut exister parce que, un, nous sommes surdoués intellectuellement, mais deux, nous ne sommes pas surdoués dans notre intelligence émotionnelle. Et nous avons eu du mal à nous faire des amis des tout petits, et à force d'être blessés dans les tentatives d'amitié, eh bien, nous nous retirons petit à petit dans une tour d'ivoire et nous ne savons plus comment nous y prendre. Donc oui, il y a des surdoués qui souffrent, je dirais, est-ce de la solitude? Il y a un moment où ça devient même de l'isolement, parce qu'ils restent par eux-mêmes. Hein. Mais on n'est pas condamné à la solitude parce qu'on est surdoué. Je pense que il existe différents supports qui permettent à des surdoués d'entrer en contact avec d'autres pour échanger librement, pour, je dirais, sortir de cette solitude. Et puis, je suis désolée, on peut avoir la médaille Fields en mathématiques, être surdoué en maths, et quand même passer un bon moment avec quelqu'un qui fait de la photographie et qui, comme nous, se passionne pour les photos de monuments ou je ne sais. Nous pouvons partager avec d'autres des choses qui ne relèvent pas que de la douance. Donc, pour sortir de cette solitude, il est important de voir que nous avons différents supports, différents groupes. On peut aller faire du macramé, on peut aller jouer au tennis ou on peut aller, je ne sais pas moi, encore inventer autre chose. C'est aller vers l'autre. Ne pas s'interdire d'aller vers l'autre, même si on a été blessé avant. Parce que c'est ça qui induit la solitude. Quant à l'amour, eh bien, c'est vrai que j'ai plaisanté pendant des années en disant que si quelqu'un voulait faire fortune dans les salles, il avait qu'à créer le site de rencontre des surdoués. Parce que il y avait une forte conviction qui était qu'on ne pouvait être heureux qu'avec un autre surdoué. Quand ça marche, c'est formidable. Mais, ça pourrait être l'enfer, parce qu'on peut rentrer en rivalité l'un avec l'autre, on peut avoir des attentes différentes, on peut avoir... Donc, ce n'est pas l'assurance. Moi, je vois des hommes et des femmes qui ont vécu en couple, heureux, de longues années, avec quelqu'un qui ne l'était pas, mais qui comprenait les besoins du surdoué, qui comprenait son besoin de temps de solitude, qui comprenait que ses amis étaient ses amis, mais qu'eux n'étaient pas toujours obligés d'être avec les amis du surdoué. Donc, où il y a un respect des besoins de l'un et de l'autre. D'où ceci, si vous vous posez des questions sur comment gérer au mieux vos affaires d'amour, ne partez pas du principe de base qui est si elle n'a pas 130 de QI ou il n'a pas 130 de QI, je lui ferme ma porte et je ne lui parle plus. La solitude, ne vous dites pas j'ai 130 de QI donc je ne ferai jamais d'amis. Il y en a d'autres. Et il y a des gens qui sont prêts à partager d'autres passions avec vous. Et ils ne satisferont pas tout. On ne pourra pas tout faire avec eux, mais on passera de bons moments avec eux aussi. Donc j'aimerais qu'on soit un petit peu optimiste. Et pourquoi j'ai appelé un de mes bouquins Le surdoué à la conquête du bonheur, c'est que on vit dans un monde où on parle tellement des problèmes et de la souffrance des surdoués que je voulais que ces hommes, ces femmes et ces parents, lorsqu'ils pensent à leurs enfants, puissent être convaincus que nous avons une capacité en nous qui peut nous permettre d'améliorer la qualité de vie dans laquelle nous sommes. Et ceci passe bien sûr par l'autre. On ne peut pas simplement améliorer son sentiment de bien-être en faisant tout seul. Nous avons besoin de l'autre et nous avons besoin de rapports harmonieux, d'où l'importance de se connaître et de savoir que faire de qui nous sommes. Tout à fait, tu parles de l'autre, mais même des autres. Il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention et ne pas le vivre. Je pense par exemple, je prends typiquement des mariages ou des fêtes ou des choses comme ça. Oui, Et voilà, c'est des situations où globalement,
ben voilà, je fais un gros cliché, mais les surdoués sont moins à l'aise là-dedans pour une question de bruit, de sensorialité globale, pour les small talk qui sont pas forcément non plus voilà, des choses qu'ils adorent de manière inconditionnelle. Donc, il y a des petits éléments à connaître, je pense, dans ben, le fonctionnement même de la Oui, douance permet de dire, à la place de culpabiliser ou te dire, mon Dieu, je suis dans un groupe, passe-moi le terme, mais je m'ennuie comme un rat mort, oui, pouvoir se dire, OK, mais c'est pour ça. Et donc, après, on peut décider. Je le fais pour faire plaisir, je le fais parce que j'ai envie voilà. parce que j'ai envie de me prouver que je sais le faire, je le fais parce que, voilà, il y aura quand même des chouettes personnes dedans. Et puis, le bruit, ben, je m'autorise aussi à me dire, là, j'ai eu ma dose, je pars sans culpabiliser. C'est pas parce que j'aime pas les gens, c'est juste que c'est une situation globalement qui me convient pas plus que ça. Et je trouve qu'avoir cette grille de lecture en disant, mais tiens, comment ça se fait que, bah voilà, bah, mon fils met un casque anti-bruit à l'école, moi j'en mets hyper régulièrement, et c'est de savoir, ok, c'est ma manière de fonctionner, ça n'est pas anormal. Et donc en prenant en compte, tel un enquêteur en fait, en Oui, mettant, je trouve, en notant les points différenciants de pourquoi tout le monde fait ça et que moi ça fait pas écho, mais petit à petit, avec ces grilles de lecture, mm, finalement, en lisant, en se renseignant, on se dit, ok, ça fait partie d'eux. mm, Comme l'esprit, l'intelligence, tout ce qui est en arborescence, voilà, ça fait partie d'eux. mm, tout à fait. C'est très important de ne pas soi-même contribuer à stigmatiser la douance et à en faire une pathologie. Parce que la douance n'est pas une pathologie. Elle n'est pas une maladie, elle n'est pas quelque chose dont on doit systématiquement et automatiquement prendre soin. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être accueillie, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être encouragée. En plus, il a besoin d'aller plus vite dans ses apprentissages, pourquoi pas, ou enrichir les apprentissages. Et pour l'adulte, eh bien, ça veut dire tenir compte de ses besoins. Parce que quand tu soulignais, je repensais cette semaine d'ailleurs, je parlais à un homme dont le conjoint aime beaucoup les jeux de société, mais alors le groupe qui joue avec ces jeux de société n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que lui attend et dont il a besoin, mais il me dit, je sais que c'est important pour mon conjoint, donc bah, j'y vais, et j'y vais avec ce désir qui est avant tout de lui faire plaisir. Bien évidemment, je ne pourrai pas faire que ça, et il est important qu'il le sache. Voilà. Et ça, c'est vraiment placer ses choix en fonction, ben, c'est comme toute relation. Enfin, c'est qu'est-ce que je fais, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je fais pour moi, pour l'autre, qu'est-ce que je construis avec qui, une personne, en groupe, mes amis. Oui, C'est toujours finalement le même fonctionnement. Et j'avais une question, on a quand même fait pas mal de questions là, je viens de regarder finalement. Comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ces dons? Donc, si on est adulte, oui. euh, ou quels sont, est-ce que ça, alors, je ne sais pas si ma question fait sens, mais je te la pose. Quelles sont les 3, 4, 5 pistes où tu te dirais, ou déclencheurs où tu dis, tiens, tiens, il y a éléphant sous caillou ici, hein, je pense que je pourrais enquêter un peu plus loin. Mais, on en prend conscience parfois tout à fait par hasard, parce qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui tout d'un coup met un mot, nous encourage à aller chercher un petit peu des lectures ou écouter une émission de radio, de télévision sur le sujet. On en prend conscience, comme on disait, au travers de ce qui est en jeu pour nos enfants. Mais bon, tout le monde n'est pas en âge d'avoir des enfants, ou on a ou on n'en a pas. On peut en prendre conscience. Alors, il est difficile aujourd'hui, malgré tout, de ne pas entendre parler du sujet, puisque je dirais même les magazines ont publié des articles douant sujet à la mode, douance les pseudo-experts. Enfin, je veux dire, on en parle tellement qu'on finit plus par savoir à quel sens vouer sur le sujet. Donc, quant aux émissions qui ont mis un rôle majeur avec un personnage surdoué, il est vrai que pour que j'allais dire, l'histoire reste importante, il peut y avoir par moments des situations caricaturales qui ne sont pas là pour montrer en nuance ce que c'est qu'être surdoué. Regarde la série HPI, tu te dis non, je suis désolée, mais je ne suis Eh pas. bien, je suis amusée parce que certains trouvent vraiment, alors là, que pour eux, qui sont surdoués, ça n'a rien à voir. Et puis, il y en a d'autres qui, d'une manière ou d'une autre, sont très amusés de voir ce que l'on a trouvé et quels stéréotypes on exploite à ce moment-là, et qui la reçoivent de manière positive. Donc, je crois que c'est lié à la force de la caricature qui est employée
et qui convient à certains et pas à d'autres, c'est tout. Mais bon, je pense quand même que le personnage n'est quand même pas montré comme quelqu'un de détestable ou comme quelqu'un dont on doit se méfier. Non, pas du tout. Non, non, elle est, en tant que telle, elle est adorable. Hein. C'est pas ça. C'est plus que quand on le vit, on dit, mais je ne pense pas que celui qui a écrit le script, si je puis me permettre, sache vraiment de quoi il parle. Ou en tout cas, il a Alors, décidé de prendre une infime partie en disant, écoute, on va tout mettre là-dessus, ça va être drôle. oui, enfin, mais oui, mais aussi, il faut que ça, comment dire, que ça amuse la personne qui regarde, que ça intéresse Du le. divertissement, forcément. Oui, mais il y a aussi une recommandation que je ferai qui est moins à la mode, qui est qu'on peut quand même, si on ne veut pas acheter de livres parce qu'on considère que c'est une dépense inconsidérée, on peut aller dans sa bibliothèque municipale, locale et demander certains livres sur le sujet. La bibliothèque, si elle ne les a pas, elle les empruntera à une autre bibliothèque. Je veux dire, il y a mille et un supports aujourd'hui pour s'informer de façon plus ou moins impersonnelle parce qu'il y a Internet, il y a les livres, il y a, je dirais, les personnes qui nous entourent. Euh, on a de multiples moyens d'avoir des informations qui nous permettent d'aller plus loin, voire d'aller jusqu'à une rencontre avec quelqu'un parce que on hésite et c'est vrai qu'on peut se dire j'ai l'impression que, mais c'est moi et je me la raconte, donc j'ai quand même besoin d'avoir un regard extérieur. Mais tu soulignais tout cela de manière amusante, ça m'a fait repenser à un patient que j'avais, qui est brillant, qui a fini par passer un test après avoir eu beaucoup d'hésitation. Euh, il était venu me voir pour tout à fait autre chose et qui un jour m'avoue et me dit, je vais finir par le dire, mais je me suis demandé si vous m'aviez donné ce score pour me faire plaisir. Et il me dit, oui, je sais aujourd'hui que c'est une question un peu stupide, mais je doutais tellement de moi que j'avais du mal et même à croire qu'au moment des résultats d'un test, j'étais ce que l'on me disait. Et j'ai une jeune femme qui avait 129 de QI un jour. Et elle me dit, bon, alors 129, c'est pas 130, je ne suis pas surdouée. Donc, nous en discutons longuement. Je me dis que quand même, ça remise en question par un peu. Elle ressort, elle est rassurée, elle est contente et tout ça. Et le lendemain matin, à 7 heures, elle me laisse un message sur mon répondeur en disant, j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit que 129, c'était pas 130, donc je n'étais pas surdouée. Est-ce qu'on peut se reparler? Voilà. Donc, à nouveau, nous pouvons garder des doutes, même après un test. On va, à un moment, se dire, est-ce que la personne a voulu me désangoisser? Est-ce que les autres peuvent le reconnaître quand je le dis, quand j'en parle? Pour peu que l'autre soit un peu jaloux ou un peu sadique, la réponse peut continuer à semer le doute. C'est rigolo parce que très souvent, en fait, l'entourage, alors ne sait pas que c'est ça, mais c'est qu'on est différent, en fait. Et tout ne, enfin, tout, on a plein d'indicateurs. Et qu'on gêne. Oui, c'est ça. C'est pas simple. Mais, fort heureusement, il y a quand même dans certains entourages des personnes qui ont du plaisir à échanger déjà avec ces jeunes enfants et puis avec les jeunes adultes et des personnes de leur âge. Je veux dire, où il y a une reconnaissance d'une complicité intellectuelle avec la personne. Parce qu'on n'a pas parlé du sens de l'humour, mais il y a aussi un certain sens de l'humour, très bien compris par les autres. Tout à fait. C'est un des, on va dire des marqueurs, mais il y en a tellement. Euh, voilà, c'est hallucinant. Plus on lit, plus, et quand on le vit, on dit, bah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, pour nous, c'est juste le package différent. Et on ne se rend pas compte à quel point il y a une multitude de différences. Donner le portrait robotype avec, j'en sais rien, moi, 75 caractéristiques, si on Ah en oui, a 60, vraiment. est-ce qu'on l'est ou est-ce qu'on ne l'est pas? Non, on ne peut pas procéder de cette manière-là. Non, du coup, on peut pas. C'est pour ça que, voilà, dans ces interviews, j'ai vraiment à cœur de souligner toute une série de choses parce que c'est un peu comme une enquête, c'est des faisceaux Hum, d'indices qui, reliés bon an, mal an, font que peut-être ça donne une indication de, tiens, ce serait intéressant de creuser la piste. Donc, c'est finalement jamais un diagnostic final, c'est, tiens, si ça peut, si j'ai quelques réponses, si ça fait écho et si ça peut me donner
des clés pour me sentir mieux me connaître, mieux me comprendre, pour moi, le job, il est fait. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est magique de t'en entendre, d'entendre, entre autres, bah, toutes tes expériences et tous tes exemples, parce que ça donne, ça illustre tellement bien bah, tout ton Oui, vécu, enfin, les oui, personnes tout à fait. différentes. Oui. Et alors, on pourrait peut-être, si c'est OK pour toi, clôturer, parce que c'est vrai qu'au niveau des émotions, bah, ça, c'est un gros challenge, tout ce qui est l'hypersensibilité, les émotions, la gestion des émotions, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qu'il y a à l'autre, le côté éponge, etc. Et donc, tu as écrit ton dernier bébé, là, qui est sorti il y a quelques mois, est justement sur le fait, sur la colère et oser la colère, qui est quand même, voilà, l'émotion qui est la plus, je trouve, impressionnante à vivre tant de Mais qui l'intérieur que de est une l'extérieur. mauvaise question. Et il était temps de la réhabiliter, de montrer que la colère est importante pour nous et que si on nous dit dès tout petit qu'on ne doit pas se mettre en colère, si on nous oblige à nier, voire même à enfouir cette colère, on nous prive de... C'est une sorte de baromètre. Cette colère, elle nous dit quand ça ne va pas, elle nous dit quand des limites ont été franchies. Elle n'est pas obligatoirement associée à de la violence. Et la mauvaise réputation de la colère vient du fait que trop souvent, et regardons notre société aujourd'hui, on parle d'une société en colère, mais on en parle quand il y a des actes de violence et de destruction. Or, la colère, non, c'est une émotion, c'est une prise de conscience. Elle peut avoir un impact positif et libérateur, elle peut avoir un impact négatif. C'est ce que nous allons en faire qui va en faire une émotion positive ou négative. Je tenais beaucoup à montrer que lorsqu'elle est étouffée, je veux dire, elle est mauvaise pour notre santé physique, elle est mauvaise pour notre santé mentale, et que nous devons apprendre à l'identifier, la reconnaître, à l'accueillir, ne pas la nier, essayer d'en comprendre l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sente immédiatement cette réaction en moi et se demander ce que l'on peut faire pour trouver résolution. Donc, je veux dire, c'est vraiment une émotion importante comme les autres. Et c'est une émotion que nous éduquons comme les autres. L'intelligence émotionnelle, soit nos parents nous ont transmis des clés, ou hélas, eux-mêmes ne les ont pas reçues, ils n'ont pas pu les transmettre. Donc, ce qu'il y a de positif, c'est que nous pouvons apprendre tout au long de notre vie à gérer différemment et plus positivement nos émotions. Oui, parce que finalement, la colère, comme toutes les émotions, bah, je pense que ça prend, l'émotion vient, je crois que ça dure 7 secondes, elle délivre un message, et si on ne la retient pas, elle part, elle se cristallise pas. Donc effectivement, et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que c'est une émotion comme une autre, mais qu'elle est effectivement mal vue. La colère, hein, elle va d'abord nous permettre de nous connaître, elle va nous permettre de résoudre ce qui fait problème et ce qui est inacceptable. Et quand on est vraiment trop sous son emprise pour en parler tout de suite avec la personne, il convient de ne pas se dire oh, ça s'arrangera tout seul, on n'en reparle plus et on oublie. C'est d'ailleurs ce qui permet aux situations de continuer, mais au contraire de se dire parlons-en lorsque nous serons plus calmés, parce que c'est important que nous revenions sur ce qui s'est passé. Alors les surdoués étant intenses, bien évidemment, connaissent des colères intenses, à moins d'avoir vécu dans une famille où soit on apprenait à l'étouffer, ou alors on vivait dans une famille où les parents étaient tout le temps en colère, et on s'est dit, plus jamais de ma vie, je ne veux revivre ce que j'ai vécu enfant. Donc là, on s'interdit toute expression de la colère. Mais en dehors de ces situations extrêmes, il y a tout un tricotage positif, même pour le surdoué, justement. Et ce qui est, je trouve, extraordinaire avec la colère, c'est que l'émotion est tellement vive, tellement forte, qu'en fait, c'est quand même difficile de ne pas en prendre conscience. Il y a des émotions qui sont plus... Mais ça existe pourtant. Je sais que c'est difficile de le croire, mais certaines personnes, quand elles disent moi, je ne me mets jamais en colère, il y en a qui, par là, veulent dire je l'étouffe et je fais comme s'il n'y avait rien, mais il y en a d'autres qui vraiment
vont, je dirais, totalement effacer inconsciemment, hein, ça se passe inconsciemment, elles se disent pas je ne veux pas la ressentir, mais c'est tellement bien fait que elles n'arrivent même plus à percevoir qu'elles sont en colère. Et elles sont honnêtes quand elles disent moi je ne me mets jamais en colère. Donc elles méritent toute notre attention, ces personnes, parce qu'elles ont besoin d'apprendre à la reconnaître. Et bien souvent, regardez en tant que parents, parce que, bon, surtout les mères, nous rentrons à la maison, on a toute une charge qui fait qu'on peut parfois se mettre en colère, mais plus tard dans le temps et pas avec la bonne personne, tout simplement parce qu'on n'en peut plus. Euh, je crois que il est essentiel que nous apprenions à la gérer, que nous n'interdisions pas à nos enfants de la ressentir et de l'exprimer. Ça ne veut pas dire de dire à nos enfants, t'as raison, casse les 3 assiettes qui restent sur la table. C'est tout à fait autre chose. Mais c'est, tu es en colère parce que il s'est passé ça. Et toujours montrer, malgré tout, si possible, que l'objet de la colère n'est pas nécessairement la personne. S'attaquer à la personne entière dans son intégrité, c'est un acte, je dirais, qui est particulièrement violent et négatif. Mais ça peut être, je ne supporte pas quand tu fais ça ou quand tu me dis ça. C'est autre chose que de dire tu es un monstre. Parce que on identifie l'objet de la colère et donc on va pouvoir en parler. Et puis ça ramène non pas enfin, la position de victime, mais la responsabilité en disant, OK, ici, c'est pas OK pour moi parce que ta, 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 ta. Oui, Donc ce comportement ne me convient pas et donc on arrive à ramener les choses à soi plutôt que de voir ce qu'il y a pas bien dans l'assiette de l'autre si tant est qu'il il ne l'est pas encore cassé. Hein. oui, tout à fait. Et c'est là où, par exemple, ces fameuses salles de colère qui existent dans certains pays, sur les pays anglo-saxons, où on paye, on peut rentrer, et on va casser des assiettes, où on donne des coups de poing dans je ne sais trop quoi, ça permet une décharge de l'énergie, mais ça ne résout pas le problème de la colère. Parce que ce qui a provoqué la colère reste inchangé, quelque part. Mais, bon, au lieu de taper sur la personne en face, effectivement, on décharge son énergie comme ça. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment la solution. Euh, cette colère, elle nous donne une énergie, une bonne énergie qui nous permet de faire évoluer nos vies. Elle nous permet d'agir sur le monde autour de nous. Elle nous permet de créer, de communiquer avec l'autre. Donc, ne nous privons jamais d'elle. Elle nous permet de prendre conscience aussi de nos limites et de mieux nous connaître dans ce qui est OK et pas OK pour nous. Alors, le mot limite est très important, hein. Il est important pour tout le monde, surdoué ou pas. C'est que bien souvent, la colère vient lorsque l'autre a franchi une limite, soit qu'on n'a pas énoncé ou qu'on a mal énoncé. Parce que très souvent, on se dit que l'autre est comme soi, ce qui est une erreur. Donc, c'est pas la peine de lui dire je ne supporte pas que tu m'appelles comme ça ou je ne supporte pas que tu fasses ça. On ne dit rien. Et quand l'autre se met à le faire, on se rend compte que si on avait exprimé notre besoin, peut-être que l'autre aurait fait attention. Donc, exprimer des limites, que ce soit avec les petits ou avec les grands, va permettre de faire l'économie de tout un nombre de colères. Si quelqu'un est un pervers manipulateur et trouve un plaisir particulier à nous faire du mal, et qu'il ne changera ou elle ne changera jamais dans sa façon d'agir avec nous, là, nous pourrons nous remettre en question la raison de cette relation. Mais autrement, dans un grand nombre de cas, nous pouvons trouver une solution. Après, tu dis mal énoncé ou pas énoncé. Je crois qu'il y a même des fois où on n'a même pas conscientisé la limite que ça passait, quoi. Il y a honnêtement des colères, me semble-t-il, qui viennent et pour lesquelles on se dit, mais oh, pourquoi ça me met dans un tel état? Et c'est en reconstituant ce qui s'est passé, savoir, bah, tiens, où est-ce que ça m'a posé problème? Ou qu'est-ce que, effectivement, tu le dis, on pense que l'autre est comme nous, agit comme nous, on a un cadre de référence, une carte du monde qu'on pense identique, des valeurs, oh mon Dieu, la justice, enfin voilà, des valeurs qui sont portées comme des étendards entre par, voilà, par les surdoués, la justice, enfin bref, l'empathie, enfin voilà, c'est cette façon d'être où tu te dis, ben, Oui, comment c'est comment c'est possible? Bah oui, ok, mais tout le monde ne fonctionne pas pareil. oui, tout à fait. Donc, c'est
quelque chose vraiment à retenir. Et si la colère est importante pour les surdoués, la bonne gestion de la colère est importante pour tous. Eh bien, je te remercie pour c'est extraordinaire, pour ce moment fantastique. Plein de questions en suspens, mais il y a des sources d'informations et je crois qu'il est important que les personnes qui nous écoutent s'autorisent à faire leurs propres recherches. Je suis sûre que les caissières des libraires aujourd'hui ne jugent pas les hommes et les femmes qui vont acheter des livres sur les surdoués. Non, mais ils s'attendent à la caisse à ce que vous sachiez à la virgule près combien vous allez acheter grâce à la série. Là, je sais pas si tu te rappelles, quand elle passe au magasin, alors, ça fait 123 euros et 12 cents. Si, 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 parce que là, j'ai un bon de réduction de 50. Bref, soit. Oui, d'accord. Est-ce que tu as peut-être encore, voilà, si tu devais donner un conseil en disant, tiens, maintenant, pour ceux qui arrêtent la vidéo maintenant, où tu dis, tiens, ça me dit quand même quelque chose. Est-ce que ton conseil serait aller à la bibliothèque ou aller regarder sur YouTube, podcast, Alors, renseignez-vous? je pense que la bibliothèque est une chose. YouTube donne malgré tout la possibilité pour ces personnes de... Il y a un autre contact avec ce qui est dit. Il y a une autre manière de le dire. Je pense que les deux sont complémentaires. Qu'il est difficile de faire uniquement avec un, parce que si on a écouté 20 conférences ou 20 podcasts, on peut quand même avoir recours à quelque chose d'écrit, et ça peut être un article dans un magazine ou un journal, hein. On n'est pas toujours obligé de lire 300 pages sur le sujet. Mais j'aimerais que tout le monde retienne que la douance n'est pas une condamnation à être en souffrance, malheureux, que si nous avons aujourd'hui dans notre société un grand besoin d'appartenir, que l'on ne fasse pas d'une étiquette quelque chose de réductionniste, mais qu'on accueille ce que nous apprenons sur nous dans ce registre, qu'on l'accueille comme un cadeau qui nous permettra de mieux contribuer au monde dans lequel nous appartenons et qui nous permettra d'enrichir notre vie, tout simplement. Ouais, et tu le disais, hein, c'est vraiment garder quelque part, garder son autonomie. Alors, il y a plein de sources, mais comme à chaque fois, tu as plein de sources et dont des sources qui racontent n'importe quoi ou qui mettent des gros clichés, des grosses étiquettes. Je pense que la personne qui émet aussi, c'est pour ça, enfin voilà, je t'interviewe parce que j'adore ce que tu le dis, comment tu le dis, et vraiment ce côté, vous restez vous-même. euh, en pouvoir, enfin responsable de votre propre vie. C'est votre chemin, c'est vos dons, quel qu'il soit. Tu as absolument raison. Moi, j'ai envie de dire que quand on écoute quelqu'un et qu'on ne connaît pas, la première question à se poser, c'est pourquoi me dit-il ça ou pourquoi me dit-elle ça? Quel est son objectif derrière son discours? Est-ce que c'est pour que j'achète ces 12 volumes, que j'aille à je ne sais pas trop quoi, ou que je m'inscrive à X week-end pour m'aider enfin à développer? Je veux dire, qu'est-ce qui est derrière ce discours? Est-ce que c'est quelque chose qui gratuitement est là pour m'aider à mieux me connaître et qui est un cadeau? Ou est-ce que c'est, je dirais, quelque chose qui satisfait un besoin de l'autre? Et ça, on peut se poser la question pour tous les sujets, hein. Il n'y a pas qu'uniquement sur les surdoués. Voilà. C'est la première chose que je ferais si j'entendais parler d'un tout nouveau sujet dont je ne connais ni le tenant, ni les aboutissants, ni les interlocuteurs. Je me dirais, pourquoi me raconte-t-il ça? Merci beaucoup. J'ai envie de terminer par une citation d'Emmanuel Kant qui vient de ton livre L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué. Et c'est la perfection intérieure de l'homme consiste en ceci, qu'il ait en son pouvoir l'usage de toutes ses facultés pour le soumettre à sa volonté libre. Voilà. Merci de l'avoir choisi. Ouais, j'aimais beaucoup cette citation qui résume assez bien le message de fin qu'on vient de prendre à se connaître. Je ne te remercierai jamais assez pour ce moment passé avec Tes toi. questions, mais moi aussi, j'ai un grand merci à te dire et à dire à tous ceux qui nous écoutent que pouvoir sensibiliser d'autres et qui vont eux-mêmes sensibiliser d'autres, c'est ça qui va être important aujourd'hui. Voilà. Pour eux, les ados, les enfants, les Oui, amis d'amis, les faits tout à papiers.
Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci beaucoup, Monique, et à très bientôt.